Pourquoi, depuis 25 ans, le nom de la France est-il associé à la tragédie rwandaise? Quel rôle y a-t-elle joué? Les secrets bien gardés de la République commencent seulement à être dévoilés. Bonjour chers amis et bienvenue dans cette nouvelle édition au cœur du génocide au Rwanda. Dans une première édition, si vous n'avez pas encore regardé cela, nous avons présenté l'origine ou encore les causes du génocide au Rwanda. Nous avons procédé par les acteurs, c'est-à-dire ceux qui ont financé, ceux qui ont mis en marche un plan machiavélique, un plan de massacre contre le peuple Tutsi du Rwanda. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le rôle qu'a joué la France dans le génocide au Rwanda en 1994. Il y a de cela quelques semaines, Paul Kagame pointait du doigt la France d'avoir participé activement dans le génocide au Rwanda. La France, frustrée par ces propos accusateurs, a fait une sortie publique, médiatique, dans laquelle elle dénonce les propos de Paul Kagame, qui est le président de la République du Rwanda, disant que c'est une insulte diplomatique et qu'à cause de tels propos, la France ne se sent pas prête à venir commémorer le 25e anniversaire de la crise au Rwanda. Donc, au travers de ce reportage aujourd'hui, chers amis, nous allons tous découvrir par nous-mêmes si réellement la France a participé dans le génocide au Rwanda en 1994. Il y a 20 ans, le Rwanda s'apprêtait à basculer dans l'horreur en éliminant massivement la minorité Tutsi et les Hutus modérés. 800 000 personnes sont mortes en 3 mois. Un génocide, à l'époque non reconnu comme tel par les Nations Unies, ce fut pourtant le plus rapide de l'histoire. Ce génocide, il va durer 100 jours. Et selon l'ONU, ce sont plus de 800 000 Tutsis qui seront assassinés par le pouvoir extrémiste Hutu. Quelques jours plus tard, sur une autre chaîne, un témoin accuse. Les gens qui ont fait la promotion de cette politique du pire, d'extermination, étaient activement soutenus par la France. Et de la part du gouvernement français, on n'a pas entendu une seule condamnation publique claire. Aujourd'hui encore, le rôle de la France dans ce drame est controversé. Des journalistes, des chercheurs, des juristes demandent depuis des années l'ouverture des archives. Ces archives, ce sont les notes, les rapports, les télégrammes diplomatiques émis par l'Élysée et les différents organes de l'État concernés. En 2015, François Hollande avait pris l'engagement de les rendre accessibles. On en est loin. L'accès n'est donné que ponctuellement et partiellement, ce qui entrave le travail des juges et des historiens. Mais alors, de quoi parle-t-on? Pourquoi certains accusent-ils la France de complicité de génocide? L'Élysée était informé de la situation à Kigali. Exemple avec ce document, publié en 2017 par la revue 21. Le 4 mai 1994, les services secrets alertent Paris sur l'importance des massacres et recommandent une condamnation publique sans appel des génocidaires. Elle aura lieu mi-mai. Génocide, destruction systématique d'un groupe ethnique. Mais sans désigner clairement les responsables. Alors la France a bien fini par intervenir. Face au retrait de la communauté internationale, Paris décide d'agir seul. En juin 1994, il lançait l'opération Turquoise. Officiellement, l'objectif est clair. C'est une opération humanitaire conduite dans un temps limité avec l'objectif de sauver tous ceux que nous pourrons sauver des massacres. Mais là encore, plusieurs éléments posent question. L'opération était-elle seulement humanitaire?
D'anciens militaires présents sur place affirment le contraire. C'est le cas de Guillaume Ancel, ex-lieutenant-colonel, engagé au Rwanda en 1994. Quelle était votre mission initiale? Vous le dites très clairement, au départ, il ne s'agissait pas du tout d'humanitaire. Non. Dans cette intervention, dans laquelle il y a eu un aspect humanitaire, mais l'intention centrale était tout à fait différente. Elle était de remettre au pouvoir le gouvernement qu'on soutenait depuis 4 ans. Le seul problème, c'est que c'est ce pouvoir qui commettait le génocide. Voilà. Donc nous sommes entrés du côté des génocidaires. Et moi, ma première mission, qui était ma spécialité à l'époque, c'était de guider les frappes aériennes sur le terrain. Parce que pour que des frappes aériennes fonctionnent, il faut qu'en fait il y ait une équipe très très proche des cibles. Et donc j'avais été intégré dans une unité de combat de la Légion étrangère, et l'ordre préparatoire que nous avions reçu, c'était de mener un raid terrestre sur Kigali pour reprendre la capitale du Rwanda et remettre en place le gouvernement de l'époque, en faisant totalement abstraction du fait que ce régime était génocidaire. Et ça a changé au cours, en une semaine pratiquement. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que pendant la première semaine, clairement, nous avions cette intention de nous battre contre les ennemis des génocidaires. Ce qui est complètement effarant, c'est que, comme vous le souligniez tout à l'heure, c'est le dernier génocide du XXe siècle. Le seul qu'on aurait pu éviter. Et on a réussi à rentrer du côté des génocidaires. On essaye de les remettre au pouvoir, et assez tard dans l'opération, dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, on arrête enfin ces actions offensives contre le FPR au moment où elles vont se déclencher. Je suis absolument persuadé que c'est parce que l'Élysée, à ce moment-là seulement, a pris peur que la France soit condamnée pour complicité de génocide. Mais on a fait quelque chose de terrible. C'est qu'on a créé une zone humanitaire sûre, qui n'a été sûre que pour les génocidaires, et qui a permis aux génocidaires de repartir se réfugier tranquillement au Zaïre. Ça a été la deuxième période de notre opération. Et la troisième, inacceptable, c'est que nous avons livré des armes aux génocidaires dans des camps de réfugiés au Zaïre, alors que nous étions sous embargo de l'ONU. Deuxième point, la France a-t-elle protégé la fuite des génocidaires? Après sa chute, le gouvernement extrémiste Hutu a fui au Zaïre en passant par un territoire contrôlé par la France, la zone humanitaire sûre. Après 2 mois de massacre, le 22 juin 1994, la France obtient un mandat d'intervention à l'ONU pour une mission de maintien de la paix. C'est le début de l'opération Turquoise et le déploiement de 2500 hommes au Zaïre et au Rwanda. Cette opération est présentée par Paris comme une mission humanitaire pour faire cesser les massacres. Qu'est-ce qu'on voit arriver? On voit arriver les meilleures unités de France, des unités d'élite qui sont hyper entraînées, superbement dotées en armement. On voit des armes qui n'existaient pas à l'époque, qui commencent à apparaître sur le champ de bataille. Ce sont des troupes qui sont prêtes pour tout, le combat, la résistance, mais sauf pour faire de l'humanitaire. Sous couvert d'une mission humanitaire, la France déploie donc ses meilleures unités d'élite. Pendant l'opération Turquoise, le jeune officier Guillaume Ancel est chargé de guider les pilotes pour des tirs aériens. Il se souvient avoir reçu un ordre pour se préparer à une frappe aérienne sur le FPR. Alors, vous l'expliquez très bien, vous le dites d'ailleurs dans votre livre, et je le répète, l'opération Turquoise, il y a eu un aspect humanitaire, mais il y a eu aussi ces épisodes sombres. Vous parlez donc du fait que des génocidaires Hutus ont pu fuir vers le Zaïre. Vous dites même on a protégé leur fuite, et puis vous revenez sur cette livraison d'armes. Comment vous l'avez su ? En fait, je l'ai su parce qu'on m'a demandé de détourner l'attention des journalistes qui étaient présents sur la base à Cyangugu, dans le sud du Rwanda, au moment où ce convoi d'une dizaine de camions devait partir. Et c'est en me demandant de détourner l'attention des journalistes que j'ai compris que c'était un convoi d'armes. Et le soir, au débriefing, j'ai été effaré des arguments qu'on nous a servis pour justifier cette livraison d'armes, qui étaient en gros, il faut donner des signes d'apaisement aux soldats du gouvernement, parce que sinon ils pourraient se retourner contre nous. Comme si en réarmant des soldats, on les rendait moins dangereux. Je souligne quand même une chose, c'est que dans toutes ces actions, et dans mon témoignage, en aucun cas je ne mets en cause mes compagnons d'armes. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient de manière très professionnelle. Alors justement, vous le dites, certains officiers ont contacté le plus haut sommet de l'État, ont essayé de faire passer le message que ce n'était pas une bonne idée de livrer des armes à de potentiels génocidaires dans ces camps, au Zaïre, l'actuel RDC.
Quelle a été la réponse à ce moment-là ? J'ai des camarades plus courageux que moi qui ont refusé d'appliquer cette directive et ils se sont fait tacler par l'Élysée. C'est-à-dire que le sujet est remonté jusqu'à l'Élysée, parce que c'est l'Élysée qui décide en France de ces opérations. Nous étions en gouvernement de cohabitation, donc il y avait forcément une collision avec une partie du gouvernement de cohabitation. Et ces ordres ont été confirmés par l'Élysée, continuer à livrer des armes dans les camps de réfugiés en allant contre la plus évidente éthique des officiers français. Enfin, je veux dire, ce qu'on a fait est totalement inacceptable. Et ce qui est inouï, c'est que non seulement on l'a fait, mais en plus, ces décideurs politiques le cachent depuis un quart de siècle. Donc ils s'autorisent à le refaire et surtout, ils évitent d'avoir le moindre compte à rendre sur le sujet puisque nous n'avons pas le droit d'accéder aux archives d'une opération qui, je le rappelle, a été présentée comme humanitaire. Dernier point, les événements de Bisesero. Bisesero, c'est une chaîne de collines à l'ouest du Rwanda. Le 27 juin, 2000 rescapés Tutsis sont découverts par quelques militaires français. Blessés et affaiblis, ils sont toujours menacés de mort par les génocidaires. Patrick de Saint-Exupéry est l'envoyé spécial du Figaro. Des gens sortent des bas-côtés et ces gens-là sont dans un état, mais c'est pitoyable, c'est ahurissant, quoi. Et ils nous racontent, voilà, tous les jours on nous chasse, tous les jours on vient nous tuer, et ils nous emmènent dans cette colline et ils soulèvent une motte de terre, et là il y a des cadavres, et là il y a des morts, et en fait cette colline est truffée de morts. Il y en a partout. Il y en a partout, partout, partout. L'officier dit, mais dans 3 jours, on reviendra. Et on est reparti, pas parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de communication, on est reparti. Sur ordre de leur hiérarchie, les soldats français laisseront les rescapés Tutsis aux mains des miliciens Hutus. Bisesero est emblématique de l'intervention au Rwanda. Mes camarades des forces spéciales débarquent et sont en mission de reconnaissance. Et ils trouvent des rescapés qui ont échappé de justesse au génocide, qui sont poursuivis en permanence par les forces gouvernementales, l'armée, les gendarmes et les milices, qui d'ailleurs sont, à mon avis, à peu près les mêmes en permanence. Et on leur donne l'ordre de ne pas s'en occuper. Parce que la vraie mission de Turquoise à ce moment-là, c'est uniquement de stopper les ennemis des génocidaires, le FPR. Donc mes camarades sont obligés de les laisser, poursuivis par leurs massacreurs, et de continuer à aller chercher les ennemis des génocidaires. C'est-à-dire que dans cette position-là, on s'est mis en complicité du génocide et surtout, on a vu le génocide sous nos yeux. Mes camarades ont vu les soldats gouvernementaux et les gendarmes poursuivre ces rescapés qui étaient dans un état absolument lamentable, alors qu'on leur avait dit que c'était des espions du FPR. Vous vous rendez compte de cette confusion qui a été entretenue en permanence pour que les unités sur le terrain continuent à accepter cette mission. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Ils sont quand même intervenus, ces militaires. Un de mes compagnons d'armes a décidé, sans le dire, de désobéir. Ils sont revenus sur la zone où on leur avait interdit de se rendre, et là, ils ont fait en sorte qu'il y ait suffisamment de journalistes et de moyens de communication pour que le monde entier le sache. Du coup, le commandement a été obligé de réquisitionner toutes les équipes des forces spéciales pour s'occuper enfin des réfugiés, avec 3 jours de retard. Et ce qui est dramatique, c'est que l'unité de combat dans laquelle j'étais, qui aurait pu être mobilisée, puisqu'à ce moment-là, nous sommes à côté du PC des forces spéciales, nous sommes mobilisés dans la nuit du 30 juin au 1er juillet pour la mission principale, c'est-à-dire aller stopper le FPR. Et on nous envoie tendre une embuscade aux soldats du FPR et préparer des frappes aériennes, qui est mon job, parce que notre mission à ce moment-là, c'est de se battre contre les soldats du FPR qui, je le rappelle, sont juste les ennemis des génocidaires. C'est-à-dire qu'on se met dans cette situation, non pas de participer au génocide, aucune unité française n'a participé au génocide, mais on se met dans une situation qui ressemble étrangement à une complicité de génocide. Justement, pour vous, la France est-elle complice de génocide et quel est le degré de complicité ? Ça n'est pas à moi de le déterminer. Ce que je raconte simplement dans mon livre, qui est un témoignage très factuel et très partiel, c'est que ce que nous avons fait est susceptible d'être qualifié de complicité de génocide. Je le répète, pas de participation au génocide, de complicité de génocide. Et ça, c'est inacceptable parce que nous avons été obligés de le faire parce qu'on nous a donné les ordres de le faire. Donc c'est vers les décideurs politiques de l'époque qu'il faut se tourner et leur demander des explications sur les raisons pour lesquelles ils ont pris de telles décisions. La version de Guillaume Ancel est contestée par les anciens responsables militaires de l'opération Turquoise. Je suis complètement au courant
des grandes décisions de l'heure prises par le général Lafourcade ou les états-majors parisiens. Je suis au cœur du système. À mon niveau de commandant de groupement, je suis un des 3 principaux subordonnés du général commandant de l'opération. Je n'ai jamais eu connaissance de cet ordre, de ce contre-ordre. Il n'était jamais été question d'une action de ce type-là. Au début de l'opération turquoise, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais, moi, fait déployer des avions de combat, c'est que nous ne savions pas ce que serait l'action des uns et des autres, et en particulier du FPR, vis-à-vis des forces françaises. Pourtant, un pilote de chasse français déployé sur une base du Zaïre nous a livré ce témoignage troublant. Aujourd'hui réserviste, il préfère rester anonyme. Dans une lettre manuscrite, ce pilote affirme avoir attendu le même jour que Guillaume Ancel un ordre pour une frappe aérienne. Le 30 juin 1994, au soir, sur la base de Kisangani, au Zaïre, les équipages ont reçu l'ordre venant de Goma, où se situait le QG de l'opération turquoise, de préparer un appui-feu au profit de personnel de l'armée de terre. Un appui-feu, c'est-à-dire une frappe aérienne contre le FPR. Pour les soldats de l'opération turquoise, c'est la confusion. Au Rwanda, la population Hutu et l'armée rwandaise accueillent les Français avec ferveur. Leur allié historique, les forces armées rwandaises, mènent le génocide avec l'aide des miliciens et des gendarmes. Le milicien Emmanuel Nyiribunga se souvient de ses relations avec les soldats français de l'opération turquoise. noneho nyuma yaho yuko bamaze kugera hano ahindutse zone turquoise ubwo baje hano mu kigo hano Murambi bamaze kuza hano mu kigo Murambi twajyagayo tugacukura imyobo iriya indaki abasirikare barwaniramo noneho bakaduhemba za biswi bakaduha nari amazi yo mu pipiri. Est-ce qu'il savait que vous aviez tué des Tutsis? Bari babizi kuko baza bahagera hari n'abatutsi bake bahasanze bari barokokeye ku Kigeme. L'armée française réalise-t-elle alors qu'un génocide se déroule sous ses yeux? Il y a une vision des violences en termes de massacres et de massacres en quelque sorte réciproques. Et donc on est dans une lecture de guerre civile qu'il s'agirait d'interrompre, de pacifier, etc. On ne voit pas qu'il y a des tueurs d'un côté et des victimes de l'autre. En 1991, un militaire haut gradé va dénoncer les risques de génocide et alerter Paris. Le général Jean Varret est à l'époque le chef de la mission militaire de coopération au Rwanda. Pour la première fois, ce général 4 étoiles a décidé de s'exprimer devant une caméra. On me demande de présider une réunion de gendarmes qui demandaient l'aide de la coopération militaire. Dans cette réunion, le chef de la gendarmerie me dit, voilà, j'ai besoin de mitrailleuses, j'ai besoin de canons, j'ai besoin de... Alors, je suis très étonné de cette demande. Je lui dis, écoutez, les gendarmes, moi je veux bien vous équiper en grenades lacrymogènes, etc., mais pas en mitrailleuses, etc. Bon. Et puis, donc je refuse. Il me dit, maintenant on est entre militaires, je suis colonel, vous êtes général, on va dire les choses au premier degré. Oui, très bien. Alors, j'ai besoin de cet équipement pour mes gendarmes, parce qu'on va participer à la lutte contre les Tutsis. Je dis, ça veut dire quoi, ça? Eh bien, vous savez, on va les liquider, ils ne sont pas très nombreux, ça va aller très vite. Alors, je lui dis, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça, dans notre pays, les Tutsis sont un danger, on va les liquider.
Alors que le général Jean Varret fait part de ses inquiétudes à sa hiérarchie, Paris continue de soutenir le régime Hutu et ne tient pas compte de ses avertissements. Il y avait dans les réunions des colonels, je ne me souviens pas de généraux particuliers, qui prenaient position en disant il faut aider l'armée Hutu à combattre les Tutsis. Bon. Alors les Tutsis, c'était le FPR ou c'était toute l'ethnie Tutsi, je ne sais pas. Mais très souvent, on assimilait les Tutsis et le FPR comme l'ennemi. Et moi, je me contentais de dire attention, attention, attention. Voilà. Et qu'est-ce qu'on vous répondait? On m'écoutait poliment, mais on n'en tenait pas compte. Enfin, j'ai eu l'impression que petit à petit, ma thèse n'était pas prise au sérieux. Je pense effectivement que la politique française, dans cette époque, a laissé aux Hutus l'idée que la France fermait les yeux sur un risque de massacre. Le général Jean Varret gêne. Il finira par être écarté et démissionnera. La France poursuit sa coopération militaire avec le régime Hutu d'Abiyarimana. Dans cette note classée confidentielle défense et adressée au président François Mitterrand, l'état-major confirme des livraisons d'armes au Rwanda. Des munitions lui ont été fournies dans les premiers jours de la crise. Un petit lot de roquettes pour l'armement de ses hélicoptères pourrait utilement lui être maintenant envoyé. C'est pas la peine de découvrir sur un ton outragé qu'il y a eu des livraisons qui se sont poursuivies, c'est la suite de l'engagement d'avant. Ça n'a jamais été nié, ça. Donc c'est pas la peine de le découvrir, le présenter comme étant une sorte de pratique abominable masquée. Ça n'a rien à voir avec le génocide. Officiellement, ces armes sont fournies par Paris pour combattre les rebelles Tutsis du FPR. Mais le fait de livrer des armes à un gouvernement se livrant à des tueries de masse pose question. La machine génocidaire s'est construite à partir de la fin de l'année 1990. Elle s'est développée jusqu'à 1994 et je peux dire qu'elle a été couvée par la France, par l'armée française, comme une poule couve ses poussins, en quelque sorte. Et si la France n'était pas intervenue pour sauver l'armée rwandaise, eh bien, le régime d'Abiyarimana et donc l'armée rwandaise et ses milices se seraient effondrés. Est-ce que la France se mettait hors la loi si elle arrêtait les membres du gouvernement intérimaire à cette époque-là? Je crois qu'il n'y aurait pas eu de problème majeur, parce que tout le monde était quand même largement conscient que ce gouvernement intérimaire était à l'origine des massacres, et je n'imagine pas de protestation juridique forte, d'autant plus que tous les États membres de l'ONU sont liés par la Convention de 1948 sur le génocide, qui oblige tout le monde à prévenir et à réprimer le crime de génocide, tous les États. Donc la France aurait pu tout à fait faire valoir qu'elle participait à cette prévention des risques pour les civils et punition du crime de génocide en arrêtant un certain nombre de responsables. Sur ordre de Paris, les militaires de l'opération turquoise encadrent et organisent la fuite de dizaines de milliers de réfugiés. Parmi eux, des membres de l'armée rwandaise, des miliciens hutus et la plupart des ministres du gouvernement génocidaire. L'armée ne s'en cachera pas. Le magazine de la Légion étrangère, Képi Blanc, en fera mention dans ses pages. L'état-major turquoise provoque et organise l'évacuation du gouvernement de transition rwandais vers le Zaïre. Le 17 juillet, le gouvernement rwandais passe au Zaïre. Et non, on ne les arrête pas, on provoque et organise leur départ, leur fuite. On les met de fait à l'abri. On les laisse en tout cas se mettre à l'abri. Une fois qu'ils ont traversé la frontière, certains d'entre eux ont été transportés par des avions militaires français vers la Centrafrique, par exemple. Et ensuite, ils ont pu quitter, ils se sont répartis, ils sont partis pour un nombre au Togo, au Cameroun, où on a pu les retrouver. Le sous-préfet de Gisagara, lors des audiences, il a lui-même avoué, et je m'en souviens, il a lui-même avoué que
il a quitté le Congo dans un avion français en direction de la Centrafrique. Il l'a dit lui-même, donc je pense qu'il n'est pas le seul à avoir bénéficié de ce transport. Certains des présumés coupables ont trouvé refuge sur le sol français. Il y a quand même des responsables locaux qui avaient des responsabilités indéniables, qui se trouvent ici et qui ne sont absolument pas inquiétés. Du moins, avant même qu'on ne dépose des plaintes, ils n'étaient pas inquiétés. Le tribunal pénal international pour le Rwanda a condamné 17 des 21 ministres du gouvernement intérimaire. Au moins 10 d'entre eux ont transité par la zone turquoise, comme le Premier ministre Jean Kambanda, arrêté 3 ans plus tard et condamné à la prison à perpétuité. En France, des instructions judiciaires ont été ouvertes contre plusieurs responsables rwandais accusés de crimes de génocide. Laurent Serubuga, ancien chef d'état-major adjoint des forces armées rwandaises. Agathe Kanziga Habyarimana, la femme du président Habyarimana. Et Laurent Buchibaruta, ancien préfet de la province de Gikongoro. Jusqu'à aujourd'hui, ils vivent toujours en France sans être inquiétés. Le rôle de la France a toujours été controversé. Il a fallu attendre 2010 et le président Sarkozy pour que Paris reconnaisse de graves erreurs d'appréciation. Mais les récents propos de Paul Kagame ont poussé la France à boycotter la commémoration des 20 ans du génocide. Ce sont des déclarations inacceptables qui ne sont pas fondées. Nous ne pouvons avoir une relation confiante et amicale avec le Rwanda que dès lors qu'elles sont fondées sur la vérité et sur la réconciliation. Le président rwandais a accusé la Belgique et la France d'avoir préparé le génocide et même en ce qui concerne la France d'y avoir pris part à travers son opération turquoise. Merci infiniment chers amis d'avoir regardé ce reportage. Je vous invite tout simplement à vous abonner sur la plateforme parce que notre prochaine édition va concerner le cas des victimes. Que sont-ils devenus? Que sont devenus les rescapés, les survivants du génocide au Rwanda de 1994. Donc, si vous ne voulez pas manquer des témoignages troublants de ces personnes qui ne savent même pas par où commencer leur vie et de ces personnes qui, malgré 25 ans de génocide, n'arrivent pas toujours à recoller leur vie. Au fait, je vous invite tout simplement à rester connecté autant pour moi sur cette plateforme pour ne rien manquer. Merci encore et à la prochaine.